Tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr les organisateurs pour me laisser l'opportunité de parler de cette thématique, donc, qui est le photochromisme, qui est une thématique de recherche importante au laboratoire de l'ENS Paris-Saclay. Je vais essayer de vous montrer comment au département de chimie de l'ENS Paris-Saclay, on a fait un travail pour amener cette thématique de recherche et l'adapter à l'enseignement. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que finalement le photochromisme et en quoi ça s'intègre dans la thématique qui nous occupe ce matin, qui est la couleur et l'enseignement. Alors, le photochromisme, c'est la transformation photoinduite renversable entre deux isomères d'une espèce dont les spectres d'absorption sont différents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la propriété que va avoir une molécule d'être capable de changer de couleur en fonction de la lumière qu'on lui envoie. Donc, si on part par exemple d'un isomère A qui est incolore, grâce à la lumière UV notamment, on peut réussir à arriver à un isomère B de cette molécule qui cette fois-ci est coloré. Et donc, comme je l'ai indiqué, cette réaction est renversable, ce qui fait que le système peut revenir à son isomère de départ par plusieurs voies. Et donc, il y a une réaction retour. Cette réaction retour peut avoir lieu spontanément grâce à l'agitation thermique, on peut parler de photochromisme de type T. Ou alors, il est nécessaire parfois d'utiliser la lumière, notamment la lumière visible, pour être capable de repasser de la forme colorée à la forme incolore. Et donc, on a deux états qui sont A et B, qui sont dits comme bistables. Ce photochromisme peut avoir lieu à l'état solide, dans un polymère, et aussi en solution, et c'est principalement en solution que je vais essayer, dans la suite de l'exposé, de vous expliquer ce qu'on a fait justement avec une molécule photo. Le photochromisme en recherche, c'est une thématique qui est une thématique importante, avec un nombre de publications important par an qui est supérieur à 6000, vous voyez ici. Et en fait, ça a connu un essor dans les années 90 pour deux raisons. La première raison, c'est les photochromes de type T ont été utilisés dans les verres transition, qui permettent de fabriquer des lunettes qui passent de lunettes de vue à lunettes de soleil et qui reviennent spontanément à des lunettes de vue. Et aussi, en tant que les photochromes de type P ont été utilisés, une famille en particulier, la communauté scientifique a pensé que peut être utilisé pour supplanter en fait les systèmes de stockage de l'information qui étaient à l'époque CD, DVD et Blu-ray, en remplaçant les bits 0 et 1 qui codent l'information par les formes A et B du photochrome. À l'heure actuelle, donc, le photochromisme en recherche permet de, par exemple, de photocontrôler la structure de l'ADN, peut servir comme est dans les textiles intelligents, permettre aussi le photocontrôle de la libération d'espèces actives ou être utilisé en microscopie de super résolution. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on adapte cette thématique de recherche à l'enseignement? Alors, pour l'adapter à l'enseignement, il y a plusieurs critères. Ces critères sont bien sûr beaucoup plus stricts lorsqu'on veut mettre en place des expériences dans le secondaire par rapport au supérieur. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, notre objectif, ça a été vraiment d'essayer de trouver donc, des composés photochromes, bien sûr, qui sont commerciaux, d'essayer de faire en sorte que les expériences soient le moins chères possible, que les solvants et que les molécules soient non toxiques et dangereuses, et non dangereuses, et que les expériences soient attractives et que ces expériences puissent être mises en place rapidement, à la fois dans la salle de cours, mais aussi en travaux pratiques. Alors, le meilleur candidat pour ça a été en fait la molécule qui est appelée ici 6-nitrobips, 6-NO2-bips, qui est de fait qui a un isomère N incolore et qui sous lumière UV devient coloré sous une forme bleu-violette assez intense, donc c'est assez attractif. Et ensuite, c'est un photochrome de type T, donc qui revient spontanément. Et donc, on peut en fait faire la réaction plusieurs fois. L'avantage de ce composé, c'est que il est commercial. C'est l'un des moins chers du marché en termes de photochromisme. Et il est bien documenté avec plusieurs publications et il est peu dangereux. La première étape, ça a été donc d'essayer d'optimiser d'une part la première étape d'irradiation et de faire en sorte que cette étape d'irradiation soit assez peu chère, et donc de passage de la forme N incolore à la forme colorée. Donc pour ça, on peut utiliser bien sûr les lampes UV type CCM qui sont présentes dans les laboratoires, mais aussi on a montré qu'on peut utiliser une lampe UV de poche, LED, qui est extrêmement bon marché. Cette lumière UV LED permet en fait de faire passer la molécule de l'état N au l'état MC en passant la barrière d'activation, en passant à l'état excité. Et ce qui va nous intéresser dans la suite, en fait, c'est l'analyse de la réaction retour de la forme colorée à la forme incolore, et donc la réaction de décoloration.
La première réflexion qu'on s'est posée sur cette réaction de décoloration, c'est d'utiliser un solvant le plus adéquat possible. Malheureusement, ce composé est insoluble dans l'eau, donc il a été nécessaire d'utiliser d'autres solvants organiques. Et les solvants de choix qui ont été trouvés sont l'acétate d'éthyle et l'acétone, qui sont des solvants peu chers, dans lesquels la réaction de retour se fait relativement rapidement, 5 à 10 minutes, qui sont non toxiques, même s'ils sont quand même inflammables. Et on a montré aussi qu'il n'y avait pas de dégradation du composé. Ces solvants en plus ont un faible impact environnemental selon la classification de Kaiser. On en arrive donc à l'expérience suivante où, en irradiant avec une lampe UV, on peut réussir à colorer ces espèces. Ici, vous les avez donc ce composé photochrome dans l'acétate d'éthyle et l'acétone. Et on va observer du coup la décoloration qui va se faire assez rapidement à température ambiante. Et ça va permettre notamment en lycée de parler des facteurs cinétiques. Ici, vous voyez le facteur cinétique solvant dans la mesure où vous voyez que dans le cas de l'acétate d'éthyle, cette décoloration se fait de manière beaucoup plus rapide que dans le cas de l'acétone. Mais on peut parler aussi d'autres facteurs cinétiques, tels que la concentration ou la température. Et on voit que ces expériences peuvent être menées dans la salle de cours, mais aussi en TP. Et justement en TP, si on dispose d'un spectrophotomètre, on peut réussir à avoir accès au spectre d'absorption de la forme N et de la forme MC, déterminer la longueur d'onde du maximum d'absorption de la forme colorée, ici par exemple 575 nanomètres dans l'acétate d'éthyle, et faire un suivi cinétique en absorbance de cette réaction de décoloration. Et vous voyez qu'au bout de 3 à 5 minutes, la réaction est terminée. On peut donc déterminer le temps de demi-réaction, mais aussi la vitesse de disparition de la forme colorée. À l'université, on peut, grâce à ce suivi cinétique, on a montré qu'on pouvait appliquer les méthodes différentielles et intégrales pour déterminer de manière assez facile l'ordre de la réaction, qui est un ordre 1. Il s'agit en fait d'un acte élémentaire. Et donc, on peut déterminer, du coup, la constante de vitesse liée à cette réaction. On peut réaliser les expériences à plusieurs températures, et on montre que même à plusieurs températures, avec les méthodes différentielles et intégrales, on a toujours un ordre 1 à différentes températures, et on peut déterminer plusieurs constantes de vitesse, et donc avoir accès, ensuite, en fonction de la température, différentes constantes de vitesse, à l'énergie d'activation, qui est de 74,5 kJ mol -1, ici par exemple, dans le cas de l'acétate d'éthyle, et donc il montre bien que cette réaction n'est pas bloquée cinétiquement, et que du coup, elle se fait bien. On peut aussi montrer l'influence de la concentration, ça c'est intéressant parce que finalement avec le même échantillon, on peut réussir en irradiant plus ou moins longtemps ou avec des puissances de lampe différentes, on peut réussir à avoir une absorbance initiale différente et donc du coup être capable de montrer que la concentration initiale n'a pas d'influence sur le temps de demi-réaction dans le cas d'une réaction d'ordre 1, ou alors encore appliquer la méthode des vitesses initiales. En résumé, pour les aspects liés au lycée, on peut illustrer les concepts et les notions de cinétique en lycée avec cette expérience, notamment les facteurs cinétiques, la détermination d'un temps de demi-réaction, le fait que ce soit un ordre 1, les vitesses volumiques de disparition d'un réactif et d'apparition d'un produit. Dans le supérieur, cette réaction, donc une fois qu'on a fait un suivi cinétique, on peut déterminer l'ordre par plusieurs méthodes, déterminer la constante de vitesse, déterminer le temps de demi-réaction, aussi en changeant la température, déterminer l'énergie d'activation et aussi trouver le mécanisme en invoquant du coup la théorie du complexe actif. L'influence de la concentration, elle peut être aussi étudiée et on peut donc montrer l'indépendance de la température, du temps de demi-réaction avec la concentration initiale et déterminer l'ordre initial avec la méthode des vitesses initiales. Donc au final, avec assez peu de produits, du matériel assez simple, donc avec ce composé, le 6 nitrobips, des solvants tels que l'acétate d'éthyle ou l'acétone, une lampe de poche UV extrêmement à bas coût, un spectrophotomètre de paillasse classique et une verrie classique. On a répondu en fait à l'ensemble des critères. Et donc en termes de coût, il faut savoir que l'expérience que je vous ai montrée en vidéo, il faut 5 à 10 mg de composé, ce qui veut dire qu'on peut faire cette expérience 100 à 200 fois. Et qu'en plus, ça ne tient pas compte du fait que, comme c'est un photochrome de type T, finalement, la réaction est terminée au bout de 5 minutes et on peut la recommencer un nombre de fois quasi illimité parce que il y a quasiment pas de photodégradation liée à la lumière UV et liée au solvant. Du coup, ça m'a permis de vous montrer que finalement, cette thématique-là permet d'illustrer un certain nombre, et un nombre assez important finalement, de notions de cinétique grâce à une seule expérience, que ce soit au lycée ou dans le supérieur. Je finis donc par remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé de près ou de loin à ces travaux, et je vous remercie pour votre attention.
Vous avez un QR code pour récupérer la présentation si vous voulez et la vidéo. Et vous avez un lien aussi qui vous est indiqué ici pour récupérer cette présentation et la vidéo qui va avec. Merci Jonathan, ça fait plaisir de voir des manips qui peuvent nous inspirer et qu'on peut reprendre clairement. Commentaires, questions? Jonathan, une question, c'est Odile qui parle. Une question sur l'allée de vos molécules. Vous l'avez pas beaucoup exploité sur l'aspect photochimie, à part le fait que ça fonctionne avec la lampe de poche. Mais est-ce qu'on peut pas aussi trouver des points d'accroche sur cette notion de photochimie et d'activation photochimique? C'est tout à fait. Alors, le problème, c'est que c'est un photochrome de type T qui revient très vite, donc c'est très compliqué dans le cadre de cette molécule-là. Par contre, on l'a fait dans le cas des photochromes de type P. On a publié dans un article du BUP la possibilité de suivre la réaction aller et la réaction retour pour un photochrome de type P, donc bistable, où grâce à un laser un pointeur laser de poche là, on peut arriver finalement à déterminer la réaction, enfin à avoir la cinétique de la réaction aller et de la réaction retour, et même d'avoir accès finalement assez facilement au rendement quantique de photochromisme de la réaction aller et de la réaction retour. Mais dans le cas de la molécule que je vous ai présentée, c'est trop compliqué finalement d'arriver à suivre cette réaction aller, parce qu'il y a un retour qui se fait trop vite finalement. Merci, bonjour Jonathan. Emmanuel Maison-Haute. Bonjour. Je me demandais Oui. si c'était jouable d'adapter le protocole pour remplacer le spectro par un téléphone C'est tout à fait jouable à mon avis, il n'y a aucun souci. Et, une des perspectives, c'est d'utiliser un téléphone portable et puis sinon utiliser un dispositif type Arduino pour voir ce qu'il est possible de faire. Mais effectivement, c'est tout à fait à mon avis possible de suivre la décoloration par ce biais-là. Bonjour, moi j'ai une question très pratique. Il est vendu comment, ce composé, sous quel nom? Il est vendu sous le nom de 6, enfin je crois que c'est le 6-nitrobip, 6-anode-bips, mais je pourrais, enfin vous avez toutes les informations dans les articles qui sont mentionnés, hein. Comme je vous l'ai dit, on peut l'acheter chez Aldrich, on peut l'acheter chez un autre fournisseur qui est moins cher, qui s'appelle TCI. Mais ça reste relativement cher parce que c'est un gramme c'est 71 euros, je crois. Mais comme je vous le dis, en fait, c'est quelque chose qu'on peut rentabiliser assez facilement. Alors, à la fois sur les aspects cinétiques, parce que je vous ai montré qu'on pouvait illustrer plein de notions en fait avec ce composé, et qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de composés, et qu'on peut faire l'expérience plusieurs fois, enfin un nombre de fois, à mon avis, très important. Et qu'en plus, vous verrez dans les articles et puis dans la présentation que vous pouvez récupérer, j'ai mis aussi une partie d'autres points que j'ai pas eu le temps de détailler, mais on peut l'utiliser aussi pour illustrer les notions de thermodynamique et montrer que la réaction est favorisée thermodynamiquement. Et nous, on travaille sur d'autres possibilités pour essayer de l'appliquer à la chimie organique ou à d'autres thématiques pour que ce soit le plus rentable possible. Mais le nom est très compliqué, donc je peux pas vous le donner comme ça, mais il est disponible dans les articles correspondants.